Alors, bonjour à tous, bonjour, bonsoir à tous, quel que soit le lieu où vous êtes actuellement. J'espère que vous avez le son. J'espère que vous avez le son en ce moment précis. Si le son est bon, vous me dites, parce que c'est le soir, je ne vais pas bavarder beaucoup, je ne vais pas lever trop la voix. Donc, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller à voix basse. Et donc, si c'est bon, vous me dites. Et puis, bon, voilà, on va. Pas de son pas de son sur Facebook, je crois, si, il y a le son. Voilà, il y a ceux qui reçoivent le son. Voilà, donc je vous dis merci, merci. C'est un live que j'avais annoncé. Vous savez que je ne fais pas les lives en semaine. Si j'ajoutais la semaine, ça va me fatiguer beaucoup. Donc les lives, c'est les dimanches, mais j'avais prévu faire un live aujourd'hui, qui est la veille du 24 avril, pour qu'on échange encore sur un certain nombre de choses cachées de notre pays, des mythes fabriqués de toutes pièces qui ont servi à enfumer des gens pendant 50 ans, et ça continue d'ailleurs. C'est tout ça qu'il faut déconstruire. C'est tout ça qu'il faut déconstruire. Et donc, comme c'est la veille, du 24 avril, alors je vous parle, tous les apparatchiks du pouvoir, ils sont tous aujourd'hui, alors je vous parle à Kara. Il y a eu des mouvements Lomé-Kara ces jours-ci, les avions ont décollé, ça atterrit, ça décollé, ça atterrit. Donc, pratiquement toute une partie de l'administration est actuellement à Kara pour la commémoration, comme eux-mêmes le disent, de l'accident du 24 janvier qu'ils ont fait passer pour un attentat. Donc, vous savez, dans les dictatures, on fabrique des mythes pour faire du chef un homme invincible. Donc, voilà, donc c'est pour ça qu'on est là. Et je remercie tous ceux qui sont en ligne. On est presque 1000 bientôt sur TikTok. On est à 700 pratiquement sur Facebook. Mais ce ne serait pas le seul sujet de ce live. Vous avez lu dans un communiqué du gouvernement que les 20 ans du décès du général Eyadema seront célébrés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les préfectures. Mais là, on vient de tourner le dos au 13 janvier, l'assassinat de Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance. Il n'y a eu aucun hommage officiel. Et pourtant, Faure Gnassingbé nous a dit avoir tourné la page du règne de son père. Il n'y a eu aucun communiqué officiel pour saluer la mémoire de cet homme exceptionnel qui s'est battu pour l'indépendance du Togo. Et 3 semaines plus tard, on veut célébrer Eyadema, son assassin, en grande pompe sur l'ensemble des préfectures au Togo. Et je ne sais pas si vous trouvez ça normal. Donc, j'ai lu le communiqué, je vais le relire, on va le relire ensemble avant de commencer ce direct-là, le communiqué du gouvernement qui demande à ce qu'on fête le 5 février sur l'ensemble du territoire parce que Eyadema nous a laissé un pays de paix, de dialogue, de cohésion sociale. Et nous allons voir ensemble si Eyadema nous a vraiment laissé un pays de paix, de dialogue et de cohésion sociale. On va le voir tout à l'heure. Quel est le bilan que Eyadema nous a laissé? Et je profite pour vous dire que le 5 février prochain, d'ici le 5 février, si les conditions sont remplies, je ferai une émission spéciale, sur les derniers moments de la vie d'Eyadema,
qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'il est décédé, comment le coup d'État a été organisé, qui sont ceux qui ont organisé le coup d'État, comment ça a été fait. Je ferai cette émission-là si tout va bien. Voilà. Et donc, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais... on a publié un article tout à l'heure pour évoquer... pour parler des coupures d'électricité sauvages dans la ville d'Atakwame. C'est nos amis d'Atakwame qui nous ont interpellés pour dire il n'y a pas d'électricité à Atakwame, ils sont victimes de délestage sauvage depuis quelques jours et il n'y a pas de communiqué de la société, personne ne dit rien, il ne sait pas ce qui se passe. Et pourtant, Atakwame est la ville la plus proche de Nangbeto. Donc, on ne comprend pas pourquoi Atakwame est plongé dans le noir ces derniers temps. Ça perturbe fondamentalement les activités de tous ceux qui sont dans le monde des artisans, ceux qui ont les opérateurs économiques, les gens qui ont les activités de génératrices de revenus. Donc, ils n'ont pas l'électricité. Et donc, vivement que la société puisse répondre à leurs préoccupations. Alors, ensemble, on va lire le communiqué que le gouvernement a publié pour annoncer la commémoration des 20 ans du décès de Yadema. Et puis, en 2-3 mouvements, on va analyser ce communiqué rapidement. Et une seconde, je retrouve le communiqué. Ça doit être ici. Et ça doit être quelque part là. Le communiqué du gouvernement. Excusez-moi. Je cherche le communiqué. Voilà. Compte rendu du Conseil des ministres. Donc, c'est dans ce compte rendu qu'ils ont lu le communiqué. Compte rendu du Conseil des ministres du 22 janvier 2025. 22 janvier 2025, donc c'était hier. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 janvier 2025 sous la présidence de son Excellence M. Faure Essoz-Imran Gnassingbé, président de la République. Le Conseil des ministres a examiné blablabla, et puis bon, c'est la fin qui m'intéresse. Tous les mots qu'ils ont alignés là, ils ont l'habitude de les aligner. Tous les gros mots là, bon, ça ne m'intéresse pas. C'est la fin qui m'intéresse. Voilà. En divers, point, je pense qu'ils ont mis point, je ne sais même pas quoi, point divers. Le Conseil des ministres, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière a rendu compte au Conseil des ministres de l'organisation d'activités dans le cadre de la commémoration du 20e anniversaire du décès du président Gnassingbé Eyadema. Le Conseil a invité tous les citoyens togolais à faire de ces moments de commémoration qui couvrent l'année 2025 avec des activités dans plusieurs localités sur l'ensemble du territoire national, une occasion de faire revivre et de préserver les valeurs que Feu Gnassingbé Eyadema a portées sa vie durant. La paix, le dialogue, la réconciliation, la cohésion nationale, la solidarité et la sécurité. Je répète, le Conseil a invité tous les citoyens togolais à faire de ces moments de commémoration qui couvrent toute l'année 2025 avec des activités dans plusieurs localités sur l'ensemble du territoire national, une occasion de faire revivre et de préserver les valeurs de Feu Gnassingbé Eyadema a porté sa vie durant. La paix, le dialogue, la réconciliation, la cohésion nationale, la solidarité et la sécurité. Alors, selon en tout cas le Conseil des ministres, donc selon Faure Gnassingbé et ses amis, ce que son feu père nous a laissé comme valeur, ce sont la paix, le dialogue, la réconciliation, la cohésion nationale, la solidarité et la sécurité. Selon Faure Gnassingbé, c'est ce que son père nous a laissé comme valeur. Alors, on va
parler peu, on va parler bien. On va. Donc, c'est parce qu'il a laissé toutes ces valeurs qu'il faut le célébrer 20 ans après son décès. Il en fait une fête nationale. En fait, il en fait du décès d'Eyadema une fête nationale. Alors qu'il y a quelques jours, on vient de célébrer l'assassinat du premier président, le père de l'indépendance, et l'État en tant qu'entité et le gouvernement en tant que régime n'a même pas sorti un seul mot pour saluer la mémoire de celui qui s'est battu pendant des années pour l'indépendance du Togo. Ils ne l'ont pas fait parce que leur régime ne tire leur origine que du crime, que de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Donc ils ne peuvent pas célébrer la mémoire de celui qu'ils ont assassiné, puisque le règne de Faure Gnassingbé, ce n'est que le continuum du règne de son père. Et le crime fondateur du règne de son père, c'est l'assassinat de Sylvanus Olympio. C'est pour ça qu'ils n'ont pas placé un seul mot, mais quelques jours après, ils demandent aux Togolais de célébrer Eyadema parce que Eyadema aurait été, selon eux, ou bien a été, selon eux, un homme de paix, un homme de dialogue, un homme de réconciliation, cohésion nationale, solidarité et sécurité. Est-ce que nous tous qui sommes ici, les 1300 personnes sur TikTok, les presque 1000 personnes sur Facebook, vous êtes convaincus que Eyadema était un homme de dialogue? Eyadema était un homme de réconciliation, de cohésion nationale, de solidarité, de sécurité? Vous en êtes convaincus? Est-ce que vous en êtes convaincus? Le règne d'Eyadema n'a été que, c'est pas un long règne d'assassinat, de sang qui a coulé. Et le crime fondateur même du régime a été un crime de sang, un crime crapuleux, l'assassinat d'un chef d'État. Et nous qui sommes là, nous savons que le règne d'Eyadema a été un long règne d'assassinat, de massacre. Allez lire les livres de Claude Améganvi. Claude Améganvi a sorti un livre qui a répertorié tous les crimes, jusque dans la dernière période, dont le régime d'Eyadema a été responsable depuis 1963 jusqu'à la dernière période. Il faut trouver ce livre de Claude Améganvi, vous allez le lire. Il a fait un travail de recherche de fond. Et toutes les victimes, les circonstances de leur assassinat, les noms, où est-ce que certains ont été enterrés, ceux qui ont disparu. Avant que je ne finisse le live, je vais retrouver le nom du livre. Mais, pour ceux qui sont à Lomé, approchez-vous de Claude Améganvi, vous allez voir la longue liste des crimes et l'assassinat que Eyadema a été responsable tout au long de son règne, de 38 ans ou de 40 ans à la tête du Togo. Et donc, ça c'est juste au passage. Mais, il y a quelqu'un qui est mieux situé que nous, qui est dans le régime et qui a fait le bilan d'Eyadema. Je vais vous jouer juste une partie du bilan d'Eyadema que quelqu'un a fait au détour d'une phrase. Il a fait le bilan d'Eyadema. Et cette personne est encore aux affaires. Il est l'actuel secrétaire général du gouvernement. Au détour d'une interview en 2020, en pleine campagne électorale sur les antennes de RFI, Christian Trimois, qui était le porte-parole de Faure Gnassingbé pour le 4e mandat, lorsqu'il a été invité sur RFI, vous allez écouter le bilan qu'il fait du règne d'Eyadema, qu'on nous demande aujourd'hui de célébrer parce qu'il nous aurait laissé un pays cohérent, où il y a la cohésion sociale, il y a la paix, il y a la sécurité. Vous allez écouter de la voix de Trimois ce qu'il dit d'Eyadema, comme si ce qu'il dit du bilan d'Eyadema, il n'a pas cité, mais il dit que eux, c'est-à-dire lui et sa bande de Faure Gnassingbé, ils ont hérité d'un pays qui était en délabrement total. Alors, qui a gouverné le pays? Et eux, ils l'ont hérité et qu'il était en délabrement total. Vous allez l'écouter tout de suite. Je vais vous jouer cette partie. Écoutez, prêtez bien l'oreille. Hein. Vous allez écouter Christian Trimois qui parle du bilan d'Eyadema quand eux, ils ont pris le pays. Pourquoi une nouvelle candidature du président Faure Gnassingbé après 15 ans de pouvoir? Bonjour Christian Trimois. Bonjour Monsieur Laurent Koro. Pourquoi une nouvelle candidature du président Faure Gnassingbé après 15 ans de pouvoir? Lorsque le président de la République a accédé au pouvoir au Togo en 2005, il a hérité d'un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. Écoutez encore. Bonjour Christian Trimois. Bonjour Monsieur Laurent Koro. Pourquoi une nouvelle candidature du président Faure Gnassingbé après 15 ans de pouvoir? Lorsque le président de la République a accédé au pouvoir au Togo en 2005, il a hérité d'un pays socialement délabré,
économiquement exsangue et politiquement divisé. Écoutez encore. Bonjour Christian Trimois. Bonjour Monsieur Laurent Koro. Pourquoi une nouvelle candidature du président Faure Gnassingbé après 15 ans de pouvoir? Lorsque le président de la République a accédé au pouvoir au Togo en 2005, il a hérité d'un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. Alors, c'est Christian Trimois qui parle. En 2020, quand il a été reçu sur RFI, et au micro de Laurent Koro, qui lui demande pourquoi Faure Gnassingbé veut être encore candidat après 15 ans de pouvoir. Il dit, Faure est candidat parce qu'ils ont hérité d'un pays, Bonjour Christian Trimois. Bonjour Monsieur Laurent Koro. Pourquoi une nouvelle candidature du président Faure Gnassingbé après 15 ans de pouvoir? Lorsque le président de la République a accédé au pouvoir au Togo en 2005, il a hérité d'un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. Délabré, exempt et divisé. Il dit que Faure Gnassingbé a hérité d'un pays économiquement exempt, socialement délabré et politiquement divisé. Faure a hérité de ce pays de qui? Faure a hérité de ce pays que Christian Trimois décrit en une phrase, en 3 mots, de qui? C'est-à-dire qu'en 3 mots, Christian Trimois a fait le bilan des 38 ans de règne de Gnassingbé Eyadema, à savoir un pays... Bonjour Christian Trimois. Bonjour Monsieur Laurent Koro. Pourquoi une nouvelle candidature du président Faure Gnassingbé après 15 ans de pouvoir? Lorsque le président de la République a accédé au pouvoir au Togo en 2005, il a hérité d'un pays socialement délabré, économiquement exempt et politiquement politiquement divisé. C'est Christian Trimois qui le dit. C'est lui qui le dit. Donc, de qui Faure Gnassingbé a hérité de ce pays exempt, délabré et divisé? C'est de son père. Donc, c'est le bilan de son père. D'où vient qu'aujourd'hui, le même gouvernement vient nous dire qu'il faut célébrer Eyadema parce qu'il nous a laissé des valeurs que sont la paix, la sécurité, la cohésion nationale et je ne sais quoi. Alors que ceux qui sont au service même du régime disent qu'ils ont hérité d'un pays totalement délabré, économiquement exempt, politiquement divisé. Écoutez encore, je vais jouer encore 2 fois. Bonjour Christian Trimois. Bonjour Monsieur Laurent Koro. Pourquoi une nouvelle candidature du président Faure Gnassingbé après 15 ans de pouvoir? Lorsque le président de la République a accédé au pouvoir au Togo en 2005, il a hérité d'un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. Voilà le bilan d'Eyadema. Voilà le bilan d'Eyadema que un homme du régime, un acteur du régime, a résumé en 3 mots. En 3 mots. Un acteur du régime a résumé en 3 mots. Donc, aujourd'hui, le même gouvernement serait communiqué pour nous dire il faut qu'on célèbre Eyadema parce qu'il nous a laissé un pays de paix, de cohésion sociale et machin. Bon, parlons de la paix et de la cohésion sociale. Mais quand Eyadema est décédé et que ses enfants se sont emparés du pouvoir au prix de 1000 Togolais assassinés, massacrés, cela n'a pas fait 2 ans pour que la division entre dans les familles même de Gnassingbé. Si Eyadema a laissé un pays de paix, de cohésion nationale, alors qu'aujourd'hui sa propre famille est en lambeaux, la famille Gnassingbé aujourd'hui est en lambeaux. Si le Togo est un pays de paix et de cohésion sociale que Eyadema a laissé, d'où vient que sa propre famille, lui-même dans sa propre famille, il n'arrive pas à assurer la cohésion. Aujourd'hui, on a un Gnassingbé en prison. Ça, il fait 15 ans de prison. Ça veut dire que la paix que Eyadema nous aurait laissée n'existe même pas dans sa propre famille. La paix que Eyadema nous aurait laissée et qu'il faut le célébrer aujourd'hui n'existe même pas dans sa propre famille. Puisque dans la famille Gnassingbé Eyadema ou la famille Gnassingbé, les gens se sont réglés les problèmes d'héritage à coups de Kalachnikov et de 12-7. Mais le domicile de Pacha Gnassingbé a été canardé avec des armes automatiques 12-7. C'est ça la réalité. Donc, vous avez une famille aujourd'hui qui est totalement divisée. Ça, c'est la famille Gnassingbé. Il y a même des enfants Gnassingbé, quand ils vont à Pia pour rentrer au domicile de leur père, mais les gardes qui sont là-bas leur refusent l'entrée en disant il faut qu'ils prennent l'autorisation chez leur frère président avant de rentrer. Donc, il y a une famille Gnassingbé qui est totalement divisée
Batian Gnassingbé en prison. Faure ne parle pas à tous ses frères. Il y a ceux qui le voient, ceux qui ne le voient jamais. Il a bloqué tout. Ça, c'est un. De deux. Toujours dans la famille Gnassingbé, il y a un beau-frère de Gnassingbé en prison. Ils sont deux d'ailleurs. Il y a un beau-frère qui est en prison, Charles Azumaro. Il y a 2 ans qu'il a été arrêté. Sa femme a eu une crise d'AVC. Elle est décédée. Il s'est débrouillé comme il pouvait amener sa femme à la clinique Kodom. Et puis après, les choses se sont dégénérées. Ils ont amené la femme au pavillon militaire. Et puis après, la femme est décédée. Et quand la femme a fait la crise, il n'y avait même pas d'ambulance. C'est dans un véhicule qu'on a pris la femme pour rouler sur les pavés de Djidjolé pour arriver à la clinique Kodom. Après, la femme décède. On accuse le mari de n'avoir pas pris toutes les dispositions pour sauver sa femme. Je ne sais pas ce qu'il pouvait faire de plus. Et ce monsieur est jeté aujourd'hui en prison depuis 2 ans. Et la famille lui fait voir de toutes les couleurs, alors qu'ils sont légalement mariés. On utilise la justice pour le détruire. On confie ses biens. On lui arrache même ses propres enfants. Et on veut même changer le nom des enfants. C'est-à-dire, on lui arrache ses enfants. Et on veut changer même le nom de ses enfants. Et on lui prend même ses propres biens, pas seulement les biens qu'il avait avec sa femme, puisqu'il est légalement marié avec la dame, on veut lui prendre même ses propres biens. Genre, une espèce de vengeance terrible. Ça, c'est dans la famille Gnassingbé. En plus, il y a le général Félix Katanga, qui a aussi appris une fille, Yadema, qui est aussi en prison. Et donc, qu'est-ce que Yadema a laissé comme la paix, la cohésion? S'il n'y a pas la cohésion dans la famille Gnassingbé elle-même, mais d'où vient qu'on dit que Yadema nous a laissé des valeurs de paix, de cohésion, tout ça? Donc, aujourd'hui, tout le monde connaît la situation économique du Togo. Et quand on parle des divisions dans la famille Gnassingbé, et quand on arrive à l'échelle de la nation, tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Donc, Faure Gnassingbé, je dirais même que sur le plan même de la famille en tant qu'entité, sur le plan même de la famille, la fratrie Gnassingbé n'était même pas une famille, parce qu'il y a des mois, c'est vrai qu'il avait une femme principale, mais il a fait plein d'enfants dehors, donc tous ces enfants n'ont pas grandi sur son toit, chacun a élevé les enfants comme il pouvait, comme Faure aussi le fait aujourd'hui. Faure n'a pas de femme chez lui, les enfants sont chez leur maman. Donc la notion même de la famille, c'est que originellement, vous vivez sous un toit, sous l'autorité d'un parent qui participe à votre éducation, qui veille à ce que les enfants deviennent des modèles. Là, on a des enfants qui sont un peu éparpillés dehors, et le jour où leur père meurt, parce qu'il y a un héritage à partager, tout le monde arrive, et chacun selon ses méthodes. Donc, on a vu comment est-ce que la famille Gnassingbé, jusqu'à ce jour, est fondamentalement divisée. Donc, quelle valeur de paix et de cohésion Yadema nous a légué pour qu'on puisse le célébrer aujourd'hui, alors que dans sa propre famille, c'est la guerre des clans, c'est les méthodes de Bruce Lee, de Wang Yu, de fusil au cow-boy pour des problèmes d'héritage. Donc, voilà la triste réalité. Voilà l'héritage qu'on a eu de ce règne catastrophique de Yadema et de toutes les divisions qu'il a semées sur l'ensemble du territoire durant le long règne qu'il a eu et que son fils continue d'entretenir. Faure, lui, est parvenu au pouvoir au prix de 1000 morts. Et aujourd'hui, il continue. Où est-ce qu'il y a le pardon au Togo? Où est-ce qu'il y a la réconciliation au Togo? Aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue au Togo. La preuve, Faure n'a jamais accepté de dialoguer avec la classe politique. Il les prend toujours de haut. C'est lui le monarque. Et il en fait comme il veut. Les gens ont demandé à le voir au niveau de la classe politique. Il ne les a jamais reçus. Le pays est sa propriété. Il décide qui mange aujourd'hui, qui ne mange pas, qui a droit à quoi, qui n'a pas droit à rien. Et c'est lui seul qui décide. Donc voilà comment le Togo est géré. Donc il n'y a ni dialogue aujourd'hui, il n'y a ni paix. S'il y a une paix, un semblant de paix aujourd'hui au Togo, c'est la paix de cimetière. Puisque les gens sont en prison. Dès que vous critiquez le régime, soit c'est les îles, c'est la prison, c'est la vengeance, c'est la rancune. Donc, il y a plein de gens, des innocents qui sont en prison, tous ces jeunes qu'on a arrêtés, la famille Agba, ceux qu'on vient d'arrêter, tous ceux qu'on a contraints à l'exil, nous en faisons partie, qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Donc, où est la paix alors? C'est la paix des cimetières. C'est la paix des cimetières. Donc, c'est ça. Donc, c'est la réalité, ça. Et tout en n'oubliant pas que dans notre pays, dans toutes les localités, il y a des petits problèmes de chefferie qui peuvent remonter demain et qui peuvent devenir des facteurs d'instabilité de notre pays. Voilà le résultat que Yadema a laissé pendant des années. Donc, ce communiqué du gouvernement qui invite les Togolais
a célébré pompeusement Eyadema parce qu'il nous aurait laissé les valeurs, c'est une supercherie, comme ils ont l'habitude de nous servir depuis des années. C'est une supercherie. Et Eyadema mort il y a 20 ans. Il est bien dans son repos éternel. Il faut le laisser là où il est et laisser les Togolais vaquer à leurs occupations plutôt que de dépenser de l'argent alors que le pays est dans une situation économique difficile, de dépenser de l'argent à célébrer un événement qui n'en a pas, dont on n'a pas besoin aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais dire comme introduction à ce live-là, à la suite de ce communiqué qui a été diffusé sur les médias disant que il faut célébrer Eyadema qui nous a laissé des valeurs. Donc, pour terminer cette phase, je vous joue encore cette interview de Trimois qui nous résume en 3 mots le bilan de Feu Gnassingbé Eyadema. Et c'est Trimois qui le fait, c'est pas moi. C'est Trimois. Il est aujourd'hui secrétaire général du gouvernement. C'est lui qui dresse le bilan d'Eyadema quand ils ont pris le pouvoir, en faisant croire que ils n'ont pas pris le pouvoir des mains de Eyadema. C'est comme c'est quelqu'un d'autre qui avait gouverné le pays avant que Faure n'arrive, alors que Faure était partie prenante même de la gouvernance, puisqu'il était ministre député. Donc, voilà ce que Trimois dit, que Eyadema a laissé un pays catastrophique. C'est Trimois qui le dit, c'est pas moi. Que Eyadema a laissé un pays catastrophique, qu'eux, ils sont venus retrouver. Mais Eyadema a gouverné avec ses fils, y compris Faure Gnassingbé. Donc c'est Trimois qui fait le bilan d'Eyadema, celui qu'on nous demande aujourd'hui de célébrer. Je vous le joue encore 2 fois et puis après, bon, je vais passer à un autre sujet. Bonjour Christian Trimois. Bonjour Monsieur Laurent Koro. Pourquoi une nouvelle candidature du président Faure Gnassingbé après 15 ans de pouvoir? Lorsque le président de la République a accédé au pouvoir au Togo en 2005, il a hérité d'un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. Bonjour Christian Trimois. Bonjour Monsieur Laurent Koro. Pourquoi une nouvelle candidature du président Faure Gnassingbé après 15 ans de pouvoir? Lorsque le président de la République a accédé au pouvoir au Togo en 2005, il a hérité d'un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. Bonjour Christian Trimois. Bonjour Monsieur Laurent Koro. Pourquoi une nouvelle candidature du président Faure Gnassingbé après 15 ans de pouvoir? Lorsque le président de la République a accédé au pouvoir au Togo en 2005, il a hérité d'un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. Voilà le bilan d'Eyadema en 3 mots, fait par Christian Trimois, qui est aujourd'hui le secrétaire général du gouvernement, et en publiant ce communiqué de rendre hommage à Eyadema parce qu'il nous aurait laissé un pays très prospère. Il est en totale contradiction avec ce qu'il a dit il y a 4 ans ou 5 ans sur les antennes de RFI au micro de Laurent Koro. Voilà. Donc, je boucle rapidement ce passage-là pour entamer l'objet même du live de ce soir. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé de cette histoire de Baobab au rond-point de la Colombe. En parlant de Baobab, ceux qui suivaient les marches de soutien à l'époque où elle faisait ces marches étaient d'actualité. Vous avez entendu Eyadema dire plusieurs fois, que ce soit à Lomé ou chez lui à Pia, que le Baobab est là, l'éléphant est là. Vous avez une fois entendu cette phrase, non? Le Baobab est là, l'éléphant est là. Vous avez entendu cette phrase? Voilà. Vous comprenez? Vous saisissez le fond de ce que je suis en train de dire. L'éléphant est là, le Baobab est là. Vous avez entendu cette phrase plusieurs fois. Alors, quand quelqu'un dit, il a dit le l'éléphant. Non, il a dit l'éléphant, il n'a pas dit le l'éléphant. Il ne faut pas mentir dans son compte. Et l'éléphant est là, le Baobab est là. Voilà. Alors, parlant de Baobab, vous comprenez pourquoi je dis ça? Vous comprenez pourquoi je dis ça par rapport à ce Baobab qui est à la colombe de la paix. Donc, si vous avez compris, c'est bien. Donc, je passe à autre chose. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier.
Et le gouvernement a décidé de commémorer ce qu'ils ont appelé, ce qu'eux-mêmes ils appellent l'attentat de Sarakawa. La dernière fois, j'avais expliqué un peu ce qui s'est passé dans mon live. Aujourd'hui, je vais reprendre les mêmes choses, mais dans les détails, puisque c'est l'événement a lieu demain, et cette nuit jusqu'à demain, il faut qu'on en parle pour ouvrir les yeux aux Togolais. On a passé des années de mensonges, de mythes fabriqués, ils ont monté une histoire bidon, une histoire totalement bidon, avec la caution de quelques intellectuels, des foutis, pour faire croire aux Togolais que, comme je l'ai dit tantôt, chaque dictateur construit son mythe, ou chaque homme politique essaie de construire son mythe, mais ce sont des choses qu'il faut ramener à leur juste place, pour que dans nos livres d'histoire, dans nos livres d'éducation civique, on ne sert pas des mensonges à nos enfants et à nos arrière-enfants. Et Adema n'est jamais sorti miraculeux d'un attentat, ou je ne sais pas de quoi, des histoires à dormir debout. Alors, comme je le disais la dernière fois, lorsque Yadema prend le pouvoir en 1967, le 14 avril, après avoir évincé Grunitzky par les méthodes dont il est le seul à avoir connaissance, avant même qu'il n'accède au pouvoir, il était déjà le chef d'état-major de l'armée. Et il avait pour résidence le camp RT. Et quand il prend le pouvoir, il allait régulièrement chez lui. Il allait à Kara. Et à chaque fois qu'il allait à Kara, il descendait à l'aéroport. Il descendait, ce n'est pas un aéroport, c'était une piste coloniale. Donc on peut dire que c'était un aérodrome. Comme j'ai eu à l'expliquer la dernière fois, les Allemands et les Français après ont installé quelques pistes d'atterrissage sur l'ensemble du territoire. Il y en avait dans chaque région. Il y en avait à Lomé, Lomé c'était l'aérodrome. Il y en avait à Takpamé, on appelle ça aviation. À Sokode c'était aussi un aérodrome. Dans la région de la Kara, c'est le canton de Tchitchao qui est voisin du village de Sarakawa, ou bien du canton de Sarakawa, qui avait cet aérodrome-là, cette piste coloniale-là. C'est une piste coloniale allemande. Et puis, il y avait aussi une piste coloniale dans la région des Savanes. Je ne sais pas s'il y a Dapan ou Mango, mais il y a une piste coloniale dans la région des Savanes. Et donc, cette piste coloniale de Tchitchao, cette piste, elle est à Tchitchao. Elle est coloniale. Vous pouvez la retrouver sur la carte allemande. Elle est coloniale. C'est une piste. Oui, il y avait aussi à Nero Azébé. Voilà. Elle est coloniale. Donc, elle est largement postérieure à l'aéroport de Niamtougou. L'aéroport de Niamtougou, c'est dans les années 82-83. Donc, quand Eyadema prend le pouvoir, il allait régulièrement à Kara. Et il atterrissait sur cette piste-là. Et avec ces pilotes, les mêmes pilotes, les pilotes blancs, je vais vous donner le nom du pilote qu'ils ont exécuté à la suite de ce mauvais atterrissage. Donc, c'est là-bas qu'il atterrissait, sur la piste de Tchitchao, et puis après, il prenait son véhicule et il rentrait chez lui à la maison. Et donc, il y a, à l'époque, le colonel Améi, ou bien je ne sais pas s'il était colonel ou commandant, Améi était le préfet de Kara. Ça s'appelait Lamakara. Donc, Améi était le préfet de Lamakara. Et à chaque fois que Yadema devait arriver là-bas, c'est Améi qui se déplaçait avec les autorités coutumières de la localité pour recevoir Yadema. Donc, et généralement, c'est les jeudis qu'ils allaient pour passer le week-end. C'est les jeudis qu'ils allaient. Voilà, quelqu'un dit capitaine. Donc, c'est les jeudis qu'ils allaient pour passer le week-end. Et donc, quand ils ont fini la fête du 13 janvier à Lomé, ils ont décidé d'aller continuer la fête à Kara, donc à Pia. Donc, ils ont pris l'avion, c'était un DC, donc ce n'était pas un appareil de grande taille à l'époque. Donc, ils ont pris l'avion, ils l'ont surchargé un peu de tout, les vivres, les pommes de terre, les boissons, tout, au point que l'avion était tellement chargé. Et ils se sont installés, il n'y avait pas que lui seul dans l'avion, il y avait Yadema, l'ensemble de la sécurité présidentielle, le majordome, Baka, Kifalan, Tchamien, le père le colonel qui dirige le Gilat, là, le colonel barbare qui dirige le Gilat actuellement, il ne sait même pas s'il est encore aux affaires, son père qui était majordome de Yadema, et il y avait Tchafalo, et il y avait Nyandi qui était un pilote, il y avait Nyemenya qui était mécanicien,
Ils étaient nombreux dans l'avion. Il y avait un Béamalou, tout ça là. Et donc, en janvier, la période on est en période où il y a parfois du brouillard. Et donc, l'avion devait atterrir sur cette piste coloniale où attendait déjà le capitaine Améi et tout le Bataclan de chefs coutumiers et tout ça. Et donc, dans les manœuvres de l'atterrissage, il y a eu une sortie de piste. Voilà l'expression technique. Il y a eu une sortie de piste parce que quand le pilote qui avait des difficultés à poser l'avion a réussi à poser l'avion sur la piste, il a perdu les manettes parce que l'avion étant tellement lourd, tout a basculé, il a perdu les manettes et donc il y a eu une sortie de piste et l'aile droite de l'avion a heurté des arbres. Donc l'aile droite de l'avion a heurté des arbres. Et c'est comme ça que ils se sont retrouvés dans cette situation inconfortable. Quand l'avion est atterri et que l'aile droite a heurté les arbres, l'avion est sorti de la piste. Donc, rien, à part cette aile qui s'est brisée, l'avion n'a pas subi d'autres dommages. Puisque le cockpit même était normal. Les pilotes n'étaient pas morts. Personne n'était mort dans l'avion, à part la seule personne qui est décédée dans l'avion, c'était De Gaulle. De Gaulle, c'est Aniko Palako, qui était l'aide de camp de Yadema et qui avait manqué qui avait manqué, comment je dirais ça, qui avait manqué de se conformer aux instructions de sécurité, notamment attacher la ceinture. Il s'est levé. Comme l'avion zigzaguait en l'air, il s'est levé pour voir qu'est-ce qui se passait. Et dès que l'avion est tombé sur la piste, il y a eu un mouvement, sa tête a cogné, un truc, et puis lui, il est décédé. Donc, lui, il décède. Et donc, quand l'avion est tombé, puisque la piste de cette piste coloniale à Tchitchao, elle est dans le canton de Tchitchao, mais la zone d'habitation de Tchitchao est un peu loin de la piste, puisque cette zone, c'est comme le champ du village de Tchitchao. Vous savez, les gens, ils vivent à côté, ils ont le champ un peu à côté aussi. Donc, c'était comme le champ. Mais le village de Sarakawa était plus proche de la piste. Donc, dès que l'avion est tombé, les premiers qui ont couru pour venir, ce sont les gens de Sarakawa. Mais la piste n'est pas dans leur canton, mais c'est les premiers qui sont venus avant les gens de Tchitchao. Donc, quand l'avion est tombé, par cette manœuvre difficile des pilotes, et Yadema est sorti, il avait quelques égratignures, et De Gaulle est mort, donc Aniko Palako, mais ils ont attaché les pilotes, ils les ont exécutés. Le commandant Deller, c'est son nom, c'est le pilote, il s'appelle Deller, le commandant Deller a été exécuté, son copilote a été exécuté, Ako Nyandi a été exécuté, Nyemenya a été exécuté. Le seul qui est mort véritablement dans l'avion, c'était, comment appelle-t-on, Aniko Palako. Et donc, ils ont exécuté ces gens. Et ils les ont exécutés après avoir chassé les gens qui sont venus les courir. Puisque les gens qui sont venus, quand l'avion est tombé et que l'aile s'est brisée, ils ont vu des trucs qui sont sortis de l'avion, les pommes de terre qui sont versées par terre, les boissons, tout ça. Les gens ont vu ça. Il y a des témoins. C'est un événement que les gens ont vu, les gens ont assisté, il y a des témoins. Donc, les gens ont vu tout ça. Et donc, ils ont exécuté ces gars-là. Et c'est comme ça, en disant que... Et ceux qui ont fait le zèle dans ces choses-là, il y avait Adewi. Je vous avais dit que quand ils ont fait le coup d'État, Adewi est devenu, le sergent Adewi, je ne sais pas s'il est monté en grade entre-temps, il était venu l'homme des basses besognes de Yadema. Adewi, puisque c'est Adewi qui était l'armurier qui a ouvert le magasin d'armes sur ordre de Bodjole et ils ont sorti les armes pour donner à la bande de Yadema. Ils sont allés assassiner Sylvain Sonimpio. Donc Adewi est devenu un acteur majeur dans le système de Yadema. Donc Adewi et Shango, c'est eux qui ont exécuté les gens, qui ont dit non, qui ont exécuté les gens. Et donc, c'est à partir de là qu'ils ont commencé par construire leur mythe.
L'avion n'avait aucun problème. On aurait pu juste le tirer et puis réparer l'aile et puis l'avion aurait pu continuer par fonctionner. Alors, ils ont exécuté ces gens-là et 4 jours après, le capitaine Amei, après avoir décidé de monter leur scénario de mythe, est revenu sur les lieux, il a pris un tracteur et puis il a écrasé l'avion. Il a écrasé l'avion, il a brisé l'avion pour en fait construire leur scénario. Puisque quand vous suivez eux-mêmes leurs propres témoignages, il y a plusieurs témoignages. Les témoignages à l'époque, ils ont dit que le pilote fait quoi? L'avion a piqué du nez, que l'avion est venu s'écraser. Quand un avion s'écrase là, quand un avion pique du nez, on dit l'avion a piqué du nez, ça veut dire que le pilote a perdu les manettes et l'avion est venu tomber sur le sol. Si un avion tombe sur le sol, a piqué le nez, tombe sur le sol, l'avion s'explose parce qu'il y a du kérosène dans l'avion. L'avion, ce n'est pas de l'eau. Il y a du kérosène dans l'avion. Vous avez vu la dernière fois, je ne sais pas dans quel pays, vers la Russie, je ne sais pas où, dans quel pays, un avion qui est sorti de la piste, quand l'avion est parti heurter le mur, l'avion a explosé. Vous avez vu ça? Je ne sais pas dans quel pays il y a eu un drame d'avion la dernière fois. En Corée, voilà. En Corée, vous avez vu l'avion? Quand l'avion est sorti de la piste, parce que le pilote n'arrivait pas à freiner l'avion, l'avion est parti heurter le mur, l'avion a explosé. Alors, si vous prenez eux-mêmes leur propre témoignage qu'ils ont eu à faire, il y a des audios que vous pouvez écouter. Ils ont dit que l'avion a piqué du nez et que l'avion est tombé en s'écrasant au sol. Si un avion s'écrase là, l'avion explose. Ça, c'est un. De deux, et il y a un autre témoignage d'un vieux qui dit que, ouais, que les pilotes, ils ont saboté les trains d'atterrissage de l'avion. Ils ont coupé les trains d'atterrissage de l'avion depuis Lomé et ils les ont attachés par du scotch. Ils les ont attachés par du scotch avant de décoller. Donc, si on sabote un train d'atterrissage d'un avion, est-ce que l'avion peut décoller jusqu'à aller atterrir? Puisque le train d'atterrissage de l'avion, quand l'avion décolle, il rentre dans l'avion, il y a une manœuvre pour le faire remonter dans l'avion, et quand l'avion veut atterrir, il sort de l'avion et puis il se pose. Ce témoignage-là aussi est là, vous pouvez l'écouter. Il dit qu'ils ont saboté le train d'atterrissage de l'avion et ils ont attaché ça par un scotch. Vous voyez ça? Donc, ce sont des histoires à dormir debout. Et donc, ils sont allés là et ils ont fait leur scénario et ils ont exécuté ce qu'ils pouvaient exécuter pour construire leur histoire à dormir debout. Je vous ai dit que dans les mémoires de Jacques Foccart, c'est le père de la France-Afrique. C'est lui qui a été l'idéologue qui a fait assassiner beaucoup de chefs d'État en Afrique, qui a installé les présidents qui sont au service de la France. Quand vous lisez les mémoires de Jacques Foccart est clair qu'il n'y a jamais eu d'attentat, qu'il y a eu juste un accident qu'on a transformé en toute une histoire de mythe et tout ça. Alors, si les pilotes qui conduisaient Yadema depuis des années avaient l'intention de le tuer parce que Yadema venait de prendre 51% des actions de la CTNB, quand l'avion a décollé de Lomé, il aurait pu le jeter en mer et puis tous vont mourir. Dès que l'avion a décollé de Lomé, ils auraient pu faire tomber l'avion dans la mer ou ils auraient pu faire tomber l'avion dans la faille d'Aledio ou aller se faire écraser sur une montagne. Ils ne l'ont pas fait. Mais plus grave, comme on a dit que c'est les Blancs qui voulaient tuer Yadema parce que Yadema a pris les 51% de la CTNB, mais quand, après l'attentat, après leur soi-disant attentat, l'accident de cet avion, mais quand Yadema est revenu à Lomé, c'est toujours d'autres Blancs qui l'ont conduit. C'est d'autres Blancs qui ont été toujours ses pilotes jusqu'à sa mort. Alors, d'où vient que quelqu'un qui dit que les impérialistes blancs voulaient le tuer à cause de cet attentat, dès qu'il a retrouvé un nouvel avion, ce sont les Blancs qui l'ont piloté jusqu'à sa mort. Le dernier pilote de Yadema était un Français, il s'appelait Restou, le commandant Restou. C'était lui le pilote de Yadema. Aujourd'hui, les pilotes de Fort Gnassingbé sont des Blancs. Donc, voilà comment ils ont monté leur histoire. Je vais vous lire, en dehors des mémoires de Foucault, je vais vous lire ce que Idem Kodjo que vous connaissez, qui a été quelqu'un de très impliqué dans le système, a dit de cet attentat-là. Vous pouvez trouver la version, vous pouvez trouver le témoignage d'Idem Kodjo dans le livre Idem Kodjo, Un homme, un destin, de Venance Conan. Venance Conan, c'est j'avais pris ce livre-là quand j'étais à Lomé, je l'avais acheté. Venance Conan, c'est un
journaliste ivoirien, écrivain aussi. Il a été pendant longtemps le directeur de Fraternité Matin, c'était lui le PDG. Et donc, Venance Konan a consacré un livre à Edem Kodjo. Et il lui a posé la question s'il y a eu vraiment accident ou attentat. Voilà ce que Edem Kodjo dit. Edem Kodjo, vous pouvez retrouver ce livre, hein, c'est dans les librairies à Lomé. Edem Kodjo, un homme, un destin. Voilà ce que Edem Kodjo dit. Venance Konan lui pose la question. Il dit, Venance Konan lui dit, quelle est finalement la vérité sur cet accident? Venance Konan ne dit pas que c'est un attentat. Il dit, quelle est la vérité sur cet accident? Voici la réponse d'Edem Kodjo. Écoutons Edem Kodjo. La version la plus probable, n'en déplaise à tout ce qu'on a fait ensuite sur le plan de la récupération politique, je répète, la version la plus probable, n'en déplaise à tout ce qu'on a fait ensuite sur le plan de la récupération politique, et la vérité oblige à le dire, c'est que l'avion était surchargé. Ça, c'est Edem Kodjo. C'est que l'avion était surchargé. Je continue. Le pilote avait essayé d'attirer l'attention sur cela. Ça veut dire qu'en fait, avant même que l'avion ne décolle, le pilote a attiré l'attention que l'avion était trop chargé, qu'il ne peut pas voyager avec l'avion. Ils ont dit non, il faut partir, parce qu'ils allaient en fête. Ils allaient pour deux objectifs. Le premier objectif, c'est pour faire la fête. Le deuxième objectif, c'est pour juger le commissaire Pana. Je vais vous parler tout à l'heure du commissaire Pana et comment ils ont exécuté le commissaire Pana. À ne pas confondre avec l'ambassadeur Pana. Il y a l'ambassadeur Pana qui s'appelle Pana Ombri et il y a le commissaire Pana qui était commissaire à Sokodé, qui traitait Eyadema de Koulibaly. Koulibaly, c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école, donc il le traitait de Koulibaly. Donc, et ils avaient prévu, ils ont arrêté le commissaire Pana et ils ont prévu le juger après la fête à pied là-bas. C'est pour ça qu'ils sont tous montés. Donc, je vais vous dire ça tout à l'heure. Donc, Edem Kodjo dit, la version la plus probable, n'en déplaise à tout ce qu'on a fait ensuite sur le plan de la récupération politique, et la vérité oblige à le dire, c'est que l'avion était surchargé. C'est Edem Kodjo qui le dit dans le livre de Venance Konan. L'avion était surchargé. Le pilote avait essayé d'attirer l'attention sur cela, mais personne ne l'avait écouté. Personne ne l'avait écouté. C'est comme vous arrivez à la station d'Agbalépédo. À la station d'Agbalépédo, il y a un chauffeur qui veut aller de Lomé à Sokoré. Donc son apprenti, il met les bagages, le chauffeur vient, il voit la voiture, il voit que la voiture ne tient pas. Il dit, on ne peut pas voyager parce qu'il y a trop de bagages dans la voiture. Les occupants disent, non, il faut qu'on parte, on doit partir, il faut conduire, on va arriver. Vous voyez? Donc, le pilote, Edem Kodjo dit, le pilote avait essayé d'attirer l'attention sur cela, mais personne ne l'avait écouté. On avait chargé exagérément l'avion et les consignes de sécurité n'avaient pas été appliquées. De Gaulle, donc Aniko Palako, De Gaulle, le chef de la garde rapprochée, qui est mort, était debout dans l'avion. Vous voyez ça? Donc, ça rejoint ce que je dis. De Gaulle, le chef de la sécurité rapprochée, qui était debout dans l'avion. C'est pour ça qu'il est mort. Ça, c'est dans le livre de Edem Kodjo. Quand je l'avais dit quand je l'avais dit dimanche, je n'avais pas les extraits du livre. Vous voyez? Et donc, c'est comme si Edem Kodjo, qui n'est plus là aujourd'hui, on a eu la même version. Donc, il y a des témoins, il y a des gens qui savent ce qui s'est passé. Donc, De Gaulle qui était mort était debout dans l'avion. Donc, il n'était pas assis, il n'avait pas sa ceinture. C'est pour ça que sa tête a heurté un truc et puis il est mort. Donc, dans ce témoignage d'Edem Kodjo, vous allez vous rendre compte que c'est De Gaulle seul qui est mort. C'est Aniko Palako seul qui est mort. Donc, il continue. Il dit, donc, c'est tout simplement un accident dû peut-être à une erreur de pilotage avec l'avion handicapé par le surpoids. Vous entendez l'expression? Il dit, c'est un accident dû peut-être à une erreur de pilotage avec l'avion handicapé par le surpoids. Handicapé par le surpoids. Mais Eyadema, en fait politique, c'est-à-dire un homme politique, Eyadema en fait politique, a très rapidement perçu l'intérêt qu'il pouvait tirer de cette affaire.
il a eu le réflexe de lier deux choses. C'est parce que on a pris à ces imbéciles-là, donc les impérialistes, 51%, c'est parce qu'on a pris 51% à ces imbéciles blancs qu'ils ont voulu attenter à ma vie. Donc, c'est l'impérialisme financier qui a voulu me tuer. Il en a saisi le côté mobilisation immédiatement et il a donné des instructions à Kounalé Eklo. Vous connaissez Kounalé Eklo, son fils est dans le gouvernement aujourd'hui. Il a donné des instructions à Kounalé Eklo qui s'est mis à travailler les animateurs au corps. Ils composeront d'ailleurs des chants totalement merveilleux parmi le répertoire de l'animation. Il faut en convenir. Voilà le témoignage de Edem Kodjo dans le livre de Venance Kona, Un homme, un destin. Et ce témoignage de Edem Kodjo est pratiquement identique au paragraphe de Jacques Faucard qu'il a consacré au Togo en disant que ce n'était pas un attentat, c'était un banal accident que le régime togolais a transformé rapidement en un instrument de propagande et de mythologie. Voilà en réalité ce qui s'est passé, dans cette histoire de Sarakawa, qu'on a rapidement monté de toutes pièces que c'était un attentat. Au point qu'aujourd'hui, et pourquoi d'ailleurs on l'a baptisé Sarakawa? On l'a baptisé Sarakawa alors que la piste était à Tchitchaou. Parce que Yadima était furieux, comme Yadima est très rancunier d'ailleurs, il était furieux que les gens de Tchitchaou, qui est le canton qui abrite même la piste la piste d'atterrissage, ne sont pas les premiers à venir à son secours, que ce sont les gens de Sarakawa. Et il a dit, désormais, on va appeler là-bas Sarakawa, alors que la piste là, elle est à Tchitchaou. Aujourd'hui, il y a un conflit de délimitation foncier. Il y a un conflit de délimitation entre les villages Sarakawa et Tchitchaou. Parce que les gens de Tchitchaou disent, mais la piste c'est chez nous. Depuis longtemps, c'était une piste d'atterrissage colonial qui était dans le canton de Tchitchaou. D'où vient que vous réclamez la paternité de cet endroit-là. Au point que le préfet de Kara, qu'on vient de changer, le colonel Bakali, a mis il n'y a pas très longtemps une commission composée des dignitaires des deux villages ou des deux cantons pour délimiter ces deux cantons-là. C'est ça. Donc, vous voyez, et Yadima qu'on présente comme un acteur de cohésion, il a profité d'un accident d'avion pour diviser deux communautés dans la même localité. Aujourd'hui, ces communautés sont en train de traîner cette contradiction et ils sont aujourd'hui, il y a des malentendus entre ces communautés-là. Et les gens qui avaient la piste coloniale ont dit, mais c'est dans notre canton, vous ne pouvez pas réclamer ça. Donc, si Yadima devait être cohérent avec lui-même, il devait dire, si c'est un attentat comme lui-même le dit, il devait dire l'attentat de Tchitchaou. Mais, en bon rancunier, il a dit attentat de Sarakawa. Alors que la piste n'est pas à Sarakawa, même si le village de Sarakawa était plus proche de la piste que le village de Tchitchaou. La piste est dans le canton de Tchitchaou. Si vous prenez la carte coloniale du Togo allemande, vous allez retrouver cette piste-là. Demandez aux historiens, vous allez retrouver cette piste-là. Donc, c'est comme ça qu'ils ont construit l'histoire, après avoir exécuté ceux qui peuvent exécuter. Donc, ils ont gardé ceux qui étaient vivants et ils ont exécuté les gens, ils ont exécuté les Blancs. Le commandant Deller a été exécuté, son copilote a été exécuté, les mécaniciens, tout ça ont été exécutés. Le seul qui est mort, c'est Aniko Palako. Maintenant, je reviens sur la question du commissaire Pana. Vous savez que quand Bojolé, qui était le chef, le chef d'orchestre de l'insurrection qui a abouti à l'assassinat, au crime crapuleux de Sylvanus Olympio, dès que Eyadema intègre l'armée, parce que Eyadema n'était pas de l'armée. Eyadema n'était pas de l'armée. Il était un demi-solde. C'est eux, ils se battaient pour rentrer dans l'armée. Et donc, ils ont bénéficié de la complicité de leurs frères qui les ont aidés à assassiner Sylvanus. Donc, dès que ils ont assassiné Sylvanus, le premier décret que Nicolas Grunitzky prend, c'est d'intégrer dans l'armée ces demi-soldes-là. C'est d'intégrer dans l'armée cette demi-solde. Et Yadima, qui était sergent, c'est pas sergent-chef, a été propulsé immédiatement capitaine.
dans l'armée. C'est le premier décret. Vous pouvez retrouver ce décret-là dans les archives. Donc, c'est le premier décret qui a été pris par Kruniski, qui a propulsé Eyadema en capitaine. Donc, Eyadema venait de supplanter immédiatement Bojolé, qui était lui déjà adjudant-chef dans l'armée régulière. Et c'est Bojolé qui dirigeait l'unité, la petite unité d'infanterie de l'armée qui était là, l'embryon. Donc, Eyadema, capitaine, donc, a pris immédiatement de l'ascendant sur Bojolé. Donc, du coup, entre Eyadema et son club et les Bojolé, il y a eu une espèce d'animosité qui s'est installée. Donc, Eyadema, Bojolé n'a pas digéré le fait que Eyadema venait de le supplanter. Et donc, les gens qui étaient proches de Bojolé, ils ne digéraient pas non plus cette humiliation, puisque Bojolé était plus lettré qu'Eyadema. Donc, il était déjà adjudant-chef, donc il était plus lettré qu'Eyadema. Donc, il n'acceptait pas cela. Donc, les gens de Bojolé, qui étaient majoritairement, les proches de Bojolé, qui étaient majoritairement du canton de Kouméa, ont essayé de mettre en difficulté Eyadema. Et Eyadema les a mis, les mettait sous surveillance. D'où l'affaire de Bokobosso. Vous connaissez l'histoire de Bokobosso, dont on a dit qu'il a tenté d'assassiner Eyadema au cours d'une revue des troupes et que la balle a franchi, je ne sais pas quoi, bon, une autre mythologie, et que ce Bokobosso-là a disparu. On ne sait pas ce qui s'est passé, on nous a raconté dans le livre qu'on a, le livre, je ne sais pas, dithyrambique qu'on a fait pour Eyadema, en disant que à chaque date de cet acte-là, Eyadema invitait Bokobosso à manger pour le pardonner, et puis après, bon, Bokobosso a disparu. Donc, c'était le premier coup d'alerte des hommes de Bojolé. Donc, après, les relations entre Eyadema et Bojolé se sont fondamentalement brouillées, et le commissaire Pana était du camp de Bojolé. Et donc, le commissaire Pana tenait des propos assez sévères contre Eyadema. Il le traitait de moins que rien, de Koulibaly, de quelqu'un qui est venu leur arracher, et tout et tout. Et donc, les gens ont rapporté à Eyadema les propos que tenait le commissaire Pana à son endroit. Et donc, le commissaire Pana a été arrêté et il a été mis en détention à la brigade de gendarmerie de Kara. Donc, Eyadema montait à Kara, à la fois pour continuer la fête du 13 janvier, mais aussi pour juger le commissaire Pana. Donc, le commissaire Pana devait passer au jugement devant tous ces barons qui étaient montés avec Eyadema. Et donc, quand l'avion est tombé, par rapport à tout ce que je viens de dire, a connu cette sortie de piste, et que Eyadema est rentré chez lui, et qu'ils étaient en train d'échafauder leur plan, Shango, qui était avec Adewi, les hommes qui faisaient les basses besognes, je vous ai rappelé que ce sont les Adewi qui ont assassiné Laurent Diagba dans sa cellule au camp hérité avec tous leurs camarades de lutte. Les premiers assassinats qui ont eu lieu, il y avait Adewi, il y avait Gaston, je crois qu'il y avait Gaston Perret, et puis il y avait Lawani. C'est eux qui ont assassiné ces gars-là. Donc, c'était les hommes de basse besogne. C'était comme Djoua à l'époque, quand Djoua était là et il faisait tout ce qu'il faisait. Et donc, du coup, Shango est parti extraire de la cellule de la brigade. Le soir de la brigade, le commissaire Pana, il a amené sur le site où l'avion est tombé et ils l'ont fusillé. En disant, c'est toi que le patron venait pour écouter et l'avion est tombé. Donc tu es responsable, tu ne mérites pas de vivre. Et ils l'ont fusillé sur le site là où il y a l'avion. Et ils l'ont fusillé. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ils l'ont fusillé sur le site. Donc, on ne l'a même pas écouté, on ne l'a pas passé, tout ça, ils l'ont fusillé. Donc, derrière cette histoire d'avion qui est tombé, il y a eu beaucoup de drames. Et les familles portent encore le deuil sans savoir réellement ce qui est arrivé à leurs parents. Et ce que vous avez appelé à Lomé là-bas, ou bien ce que nous appelons la CVJR, elle n'a jamais élucidé ce que je suis en train de dire. Elle n'a jamais élucidé ça. C'est pour ça que je parle de fausse réconciliation, de tout ça. Tout ça, c'est des histoires. Donc, ils sont allés extraire le commissaire Pana de sa cellule, puisque le commissaire Pana, il est connu pour être un proche de Bojolé, ils l'ont amené sur le site et ils l'ont fusillé. C'est comme ça qu'ils l'ont liquidé. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, quand ils ont
fini de construire toute leur histoire autour de ce drame-là. Et Eyadema a repris, on a dit bon que Eyadema va rentrer à Lomé en boubou blanc, dans un véhicule, en bon miraculé, tout ce qu'on a appelé, vous pouvez vous rappeler, retour triomphal du 2 février. Retour triomphal du 2 février. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit la dernière fois, Faure Gnassingbé, qui a hérité le pouvoir de son père, n'a rien à voir avec l'accident de Sarakawa. Il était certes déjà né, il est né en 66, mais il n'a rien à voir avec l'accident de Sarakawa. Rien, absolument rien à voir avec l'accident de Sarakawa. Il n'avait absolument rien à voir. Pourquoi lui, aujourd'hui, il s'approprie de cet événement et qu'il continue de le commémorer? Pourquoi il s'approprie de ça? Pourquoi il s'approprie de cet événement et continue de le commémorer? Un instant, hein. Je règle un truc et puis je vous reviens. Donc, non, il y a les choses dans les archives. Ce que je dis, je donne des références. Il y a des choses dans les archives, à moins que vous êtes des paresseux et vous ne voulez pas aller chercher. Moi, j'ai fait des études d'histoire et je sais de quoi je parle. Et donc, il y a des choses dans les... Quand je parle de Foucault, c'est que j'ai lu les mémoires de Foucault. Quand je parle de Dème Kodjo, je viens de lire le livre de Dème Kodjo. Vous pouvez aller le chercher dans les librairies à Lomé. Il y a plein de choses. Si vous ne voulez pas apprendre, vous voulez rester des abrutis, c'est votre problème. Je parle de ceux qui font des bêtises. Mais les faits, ce que je dis est factuel. Et donc, pourquoi Faure Gnassingbé continue de célébrer un événement dont il n'a pratiquement aucun lien? C'est parce que rapidement, ils ont transformé ce lieu en un lieu de rituel. Et je vous ai dit que dans la nuit, comme aujourd'hui, dans la nuit du 23 au 24, tard dans la nuit, ils émoulent des bœufs là-bas, ils font tout ce qu'ils peuvent faire, ils invoquent des esprits, et le lendemain, ils reviennent en tenue blanche. C'est-à-dire, la nuit, quand ils finissent de faire ce qu'ils doivent faire dans le noir, le lendemain, ils viennent tout blancs pour dire « Ah oui, on est venu pour célébrer ce qu'eux-mêmes ils appellent l'attentat de Sarakawa, la libération économique, toutes les conneries qu'on racontait dans les animations et tout ça. » Et donc, cette nuit, ils vont le faire encore, comme ils l'ont fait la dernière fois, le 13 janvier, à l'endroit que j'ai évoqué. Et j'ai eu encore beaucoup de témoignages des gens. J'ai partagé un de ces témoignages de quelqu'un qui a vécu et qui a vu en 2005 comment la cérémonie a été faite, mais qui n'a pas pris. Et donc, voilà comment on a construit opportunément un mythe autour d'une histoire. C'est comme quand la démocratie a commencé au Togo, quand la démocratie a commencé, vous avez entendu cette histoire. Les gens nous ont raconté, pour fabriquer le mythe d'Agboibo, les gens nous ont raconté qu'Agboibo disparaissait. Que Agboibo était un jour, c'est Eyadema, et puis il y a eu un problème entre eux, Eyadema voulait tirer sur lui, et puis Agboibo a disparu. Vous avez entendu ça, non? En 90, 91, 92, que Agboibo avait des pouvoirs de disparaître. Et quand les militaires sont partis attaquer le HCR au palais des congrès, quand ils ont frappé Agboibo, il semble qu'ils lui ont dit « C'est toi qui disparu, non, disparu, on va voir. » C'est ça, qu'il aurait disparu avec le fauteuil d'Eyadema, c'est ça. Donc, les gens construisent le mythe, leur histoire, pour soit un projet politique, ou soit pour maintenir un pouvoir. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que les manipulations de ce genre ont commencé. Ça existait depuis la nuit des temps.
Ces gens de manipulation. Quand vous prenez l'histoire de Lénine, vous prenez l'histoire de Staline, vous prenez l'histoire de Kim Il-sung, l'ancêtre de tous ceux qui gèrent la Corée du Nord, c'est toujours entouré d'histoires comme ça. Donc, Eyadema a fabriqué aussi son histoire. Et pour la petite confidence, mais quelqu'un comme Omar Bongo, à l'époque, il croyait vraiment qu'Agboibo avait ces gens de pouvoir, au point qu'il invitait Agboibo chez lui au Gabon, il lui donnait beaucoup de moyens. Voilà. Donc, les gens construisent le mythe pour construire leur propre ambition personnelle. Donc, l'avion qui est tombé là-bas, ça n'a servi qu'à construire ce mythe-là, qui malheureusement a été porté par des intellectuels, des gens totalement faux, des gens qui cautionnent le mal et qui ont propagé ça, qui ont créé de l'animation politique, ont fait danser les Togolais sur des conneries. Sur des conneries. Sur des conneries. Donc, ce soir, ils vont continuer par faire leur rituel. Si c'est les bœufs qui doivent sacrifier, ils vont les sacrifier. Si c'est les chameaux, ils vont les sacrifier. À l'esprit qu'ils invoquent là-bas. Alors que Fort n'a aucun lien avec cet événement. Et demain matin, vous allez les voir en tenue blanc, tout blanc, tous habillés en blanc. Les gens qui étaient en tenue noire dans la nuit profonde, le lendemain, ils portent le blanc pour venir, voilà, bluffer les gens. Et ces bœufs qui ont été sacrifiés, on les envoie dans les casernes pour les militaires. Ça constitue en même temps un moyen de les adoucir. Donc, comme on le dit en vernaculaire, c'est vossable noué. Donc, ils envoient ça pour que les gens mangent. Vous voyez. Et donc, voilà comment on a construit le mythe de cet accident d'avion qu'on a baptisé attentat de Sarakawa. Maintenant, j'ai lu dans le communiqué sorti par le gouvernement qui a eu aujourd'hui, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, une conférence débat sur l'attentat de Sarakawa et ses implications économiques et son impact économique. Bon, parlons-en. C'est la dernière partie de mon live. Parlons-en. L'attentat, bon, eux-mêmes ils l'appellent attentat. L'accident de Sarakawa a eu quel impact économique? Quand Eyadema prenait les 51% de la CTNB n'était pas en faillite. C'était une société qui était totalement prospère. C'est vrai que la métropole avait gardé la main sur une grande partie des minerais, mais c'était une bonne idée, on ne peut pas le lui reprocher, de prendre la majorité des actions et de les ramener dans le portefeuille national. Donc, la CTNB est devenue l'OPAT. OTP plutôt, excusez-moi. La CTNB est devenue OTP. Comment l'OTP a été géré? Comment l'OTP a été géré? Comment l'OTP a été géré? C'est vrai que dans la foulée, on a construit l'hôtel Tropicana, les hôtels Sarakawa, je pense, hôtel, je ne sais pas, 30 août, hôtel Cara. Mais que sont devenus aujourd'hui ces hôtels? Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Et quelle est aujourd'hui la part du Togo dans l'exploitation du phosphate? Vous avez vu le dernier rapport 2022 de la Cour des comptes qui dit que depuis 3 ans, donc depuis 2020 ou depuis 2019, la SNPT, comme c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, n'a versé aucune dividende au trésor. Et pourtant, le phosphate a pris de la valeur sur le marché international et le phosphate rapporte beaucoup d'argent au Togo. Alors, où sont parties les recettes des phosphates? Et Eyadema n'était pas un Crésus quand il prenait le pouvoir en 1967. Je vous avais dit que Eyadema, la seule chose qu'il avait, quand il est rentré de sa démobilisation, l'argent qu'il a pris, il avait acheté un moulin. Donc, il n'avait pas grand-chose. D'où vient que Eyadema est devenu multimilliardaire et que ses enfants se sont battus à coups d'armes ou se battent à coups d'armes pour l'héritage. Alors, il y a un acteur majeur dans cette affaire-là. Il y a plusieurs acteurs, mais il y a un acteur majeur. Je l'ai cité aussi la dernière fois. Bagna. Bagna était aussi un instituteur. Bagna était un instituteur qui a commencé sa carrière à Titiao, qui avait d'ailleurs des idées proches des nationalistes. Mais c'est ce Bagna qui est devenu un élément central dans le pillage systématique des ressources du pays. Et donc, Bagna était autour d'Eyadema et il y avait Maurice Assor. Maurice Assor, pour les jeunes qui ne le connaissent pas, c'était
c'est comme les Ediri aujourd'hui autour de Fort. Donc, c'est la continuité. C'est la même méthode. C'est comme les Ediri aujourd'hui autour de Fort Gnassingbé. Donc, Maurice Assor était un conseiller économique et financier de Yadema. C'était un juif. Donc, c'est lui qui contrôlait tout ce qui était autour de Yadema et tout ça. Et donc, Bagnan a été propulsé, après son passage à l'OPAT, directeur de l'OTP. Et quand Bagnan chargeait les phosphates, s'il charge 10 bateaux, il y a 5 bateaux qui reviennent à l'État togolais, il y a 3 bateaux qu'il réserve à Yadema, et il y a 2 bateaux que lui-même Bagnan y prend. C'est-à-dire, quand Bagnan charge 10 bateaux de phosphate, il y a 5 bateaux qui vont pour l'État togolais, donc le peuple togolais, il réserve 3 bateaux pour Yadema, et il réserve 2 bateaux pour lui-même. Et au fil du temps, il a commencé par augmenter sa propre part au détriment de la part de Yadema. Et Yadema ne savait pas, bien sûr. Donc, il est passé à 3 bateaux pour lui-même, 4 bateaux pour lui-même, alors que Yadema était toujours à 2 bateaux. Donc, c'est quelqu'un qui a commencé par avoir beaucoup d'argent, s'enrichir, et tout, jusqu'à ce que le scandale n'éclate. Quand le scandale éclate, évidemment, Yadema le sort de là, et il va se rendre provisoirement, je pense, en Côte d'Ivoire, avant de revenir au Togo, et Yadema l'a propulsé après au ministère du Tourisme, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et donc, Bagnan, qui était instituteur, est devenu un multimilliardaire en gérant l'OPAT et surtout l'OTP. Et Yadema, en plus, a eu sa part. Je vais vous donner un cas. Vous voyez, quand vous arrivez à la plage, après l'hôtel Santa Maria, en allant vers l'hôtel de la Paix, vous restez à gauche. Vous avancez, vous dépassez un bâtiment chinois qui a été construit maintenant. Vous avancez, vous dépassez un restaurant chinois, donc vous dépassez une maison, vous dépassez une clôture avec des filaos, où il y a une forêt, comme une clôture vide, abandonnée, il y a des filaos. Et après, oui, en allant vers l'hôtel Onomo. Après, vous dépassez un restaurant chinois. Et après, vous voyez une maison, une résidence. Une clôture un peu élevée. Mais la maison est au fond, avec des vitres, tout ça. Et il y a des cocotiers autour de la maison. C'était une résidence de l'OTP. C'est une résidence de l'OTP. Quand les Blancs arrivaient, c'est là-bas qu'ils restaient. Après, Bagnan et les autres ont remis cette résidence dans le patrimoine de Yadema. Et Yadema a cédé cette résidence. Je ne sais pas s'il a cédé, mais c'est Fort qui a hérité de cette résidence-là. C'est une maison de Fort Gnassingbé. C'est une maison très discrète. Il n'y a même pas quelqu'un devant la... Vous n'allez même pas voir quelqu'un devant la maison. Il y a un portail un peu discret. Et les anciens savent de quoi je parle. Donc cette maison est en face, de l'autre côté de la route, en face de tous les bars qui sont à la plage. Vous voyez la maison, après 2 concessions, vous voyez la rue qui sépare les habitations et puis la clôture de l'OCAM. Donc cette maison, elle appartient à Fort. C'est un bien de l'OTP qu'on a mis dans le patrimoine de Gnassingbé. Et c'est Fort qui gère ça. Avant, quand il est arrivé au pouvoir, il s'échappait pour aller là-bas discrètement rencontrer des gens. Je ne sais pas s'il le fait encore maintenant. Cette maison, c'est une maison de l'OTP. C'est un bien de l'OTP. Donc c'est comme ça que, progressivement, les phosphates, dont on dit qu'on a nationalisé pour le bien du Togo, est devenu un patrimoine de la famille Gnassingbé et tout ce qui tourne autour. Et donc, quand vous faites très bien les observations, tous ceux qui ont géré les phosphates, tous ceux qui sont passés DG des phosphates sont devenus des milliardaires. Ils sont devenus des milliardaires. Palitala, Patassé, je ne sais pas, aujourd'hui Michel Kézié, tout ça, sont devenus des milliardaires. Sont devenus des milliardaires. Alors, quel impact économique on veut démontrer aux jeunes dans une conférence quand on sait que les phosphates aujourd'hui sont devenus comme une malédiction? Surtout que la zone dans laquelle on exploite les phosphates, les gens de Thiévier, les gens d'Anéron, les gens de Vaughan n'ont bénéficié de rien de ces phosphates-là. Qu'est-ce qu'on veut, quelle implication économique on veut démontrer aux jeunes? Aujourd'hui, des gens comme Bagnan qui sont décédés, qui a des maisons partout, je vous ai dit, et qui a un patrimoine
foncier de Lomé jusqu'à Daban, ces enfants sont en train de se bagarrer et l'héritage qui est passé à ces enfants, aujourd'hui, ce n'est pas une question de milliards par personne. Ce n'est pas une question de milliards par personne en biens immobiliers et financiers, plus les actions qui sont là. Ecobank, à l'extérieur, un peu partout, les biens en France, en Allemagne et tout ça. Pour quelqu'un au départ qui était un instituteur. Donc voilà comment les phosphates pour lesquels on suppose qu'on a voulu tuer Yadema, comment les phosphates ont engraissé des individus au détriment de la République. Au détriment même des populations où on exploite les phosphates. Pali Tchara, quand il est décédé, il a des appartements en France, il a des biens partout. Et aujourd'hui, la famille Bagna continue d'avoir des intérêts, que ce soit à l'aéroport, puisque sa fille Bamondi, qui est décédée, a créé une société de prestations à l'aéroport. Ils intervenaient dans les Miss Togo, ils sont un peu partout, dans tous les secteurs. Dans les télécoms. Théolis qui vous fait la distribution de l'Internet appartient à un fils de Bagna, Michel. Mais ces gens-là, ils se sont juste enrichis sur le dos et le sang des populations où on a exploité les phosphates. Donc, la supposée lutte que Eyadema aurait faite pour se débarrasser les impérialistes, pour que les phosphates reviennent au Togo, ça n'a servi qu'à alimenter, à enrichir quelques individus. Donc, je suis en train de vous citer les noms. Vous allez aujourd'hui dans les localités de Haotoé, de Dagbati, d'Anero, de Kweme, tout ça là, il n'y a pas de route, il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a rien. Mais on a retiré à ces gens-là toutes leurs terres. Leurs femmes sont devenues des portefeuilles au grand marché de Lomé. Donc, quel impact économique l'attentat de Sarakawa, ou je ne sais pas, l'accident de Sarakawa, a eu sur le Togo pour qu'on organise une conférence débat pour aller lobotomiser les cerveaux des gens. C'est une opération de lavage de cerveau. Il n'y a absolument rien. Il n'y a rien. Donc aujourd'hui, Faure fait exactement comme son père. Les phosphates n'apportent rien au trésor. Mais son père avait mouru Safsor comme conseiller. C'était un juif. Aujourd'hui, Faure a la famille Ederi qui gère les phosphates avec un pantin de directeur qui est devant Michel Kézier et ils se partagent l'argent. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, quand les gens viennent pour dire, oui, Yadema nationalisé les phosphates, ça, et que le Togo... Non. Normalement, la population togolaise, elle n'est pas si grande que ça. On aurait pu aujourd'hui instaurer des bourses à tous les étudiants, même aux élèves. Même aux élèves. Même aux élèves, on aurait pu donner des bourses aux élèves. Est-ce que vous avez une fois entendu que pendant les vacances, l'OTP accepte que des étudiants ou des élèves viennent en stage là-bas? Ne serait-ce que des stages. Pour qu'à la fin des 3 mois ou des 2 mois de vacances, l'élève ou l'étudiant partant puisse gagner 200 000, 150 000 pour payer un ordinateur ou bien pour payer ses fournitures pour commencer les cours. Vous avez entendu ça? Non. Même stage gratuit, ils ne veulent pas. Même stage gratuit pour les gens qui sont dans des filières même techniques pour avoir de la main, ils ne veulent pas. Donc, c'est devenu un patrimoine privé, communautariste. Les gens, ils recrutent leurs frères, leurs cousins, leurs amis, ils les font venir des villages et ils font ce qu'ils font avec cette richesse qui appartient à tous les Togolais, mais au détriment même des localités dans lesquelles on exploite les phosphates. Donc, voilà le bilan de Yadema. Voilà le bilan de Yadema et ses acolytes. Donc, si il y a une conférence publique à organiser sur les conséquences de l'accident de Sarakawa, parce que le thème a été conçu comme si Yadema, puisqu'on disait que Yadema a libéré le Togo économiquement. C'est des histoires. Il a libéré le Togo pour s'enrichir, pour lui-même, ses proches et ses amis. C'est ça la réalité. Donc, allez lire le rapport de la Cour des comptes qui est sorti en 2022 et qui dit que pendant 3 ans, les 3 dernières années, l'OTP n'a versé aucun franc au trésor public. Et pourtant, le phosphate a connu un boom sur le plan international. Les prix ont augmenté. C'est ça la réalité. Donc, nous avons des richesses chez nous qui ne profitent pas aux Togolais. Pendant qu'on a des écoles sans toit, on a des hôpitaux où il n'y a rien, on n'a pas d'électricité, les jeunes ont toutes les difficultés à boucler
je ne sais pas, à boucler les joues, vous avez un carteron d'individus, un groupe d'individus qui s'enrichit énormément sur le dos de la République et qui organise une espèce de propagande et de mythologie pour faire endormir les gens. C'est tout ça qu'il faut déconstruire. C'est tout ça qu'il faut déconstruire. Donc, aujourd'hui, les phosphates, l'OTP a fait faillite. Et quand l'OTP a fait faillite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toutes les créances de l'OTP ont été transférées au Trésor. Et ils ont privatisé l'OTP, qui est devenu l'IFG. Là aussi, ça n'a pas marché. Donc, quand l'OTP a fait faillite, tous les prestataires de l'OTP ont été versés au Trésor. Et donc, c'est l'argent du contribuable, c'est-à-dire de vous et nous, qui avons payé encore ces prestataires. Alors que les gens se sont enrichis énormément par rapport à ça. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, quand j'aborde ce sujet-là, parce que cette histoire de conférence-débat a été adressée aux étudiants, chers amis, chers jeunes frères étudiants, vous devez savoir que si le Togo était bien géré, vous les étudiants, vous devez avoir des logements décents. Vous devez avoir des bourses en permanence. Pas ce qu'on vous donne aujourd'hui, les miettes qu'on vous donne aujourd'hui. Vous n'êtes pas plus nombreux que les richesses qu'on a au Togo. Vous devez avoir suffisamment de bourses. Les élèves, les lycéens devaient avoir des bourses. En tout cas, les meilleurs devaient avoir régulièrement des bourses. Vous devez avoir des bus qui devaient faciliter vos déplacements. Vous devez avoir des moyens de recherche. Vous devez avoir des stages tout en étant étudiant, élève au lycée. Vous devez avoir des stages dans ces entreprises-là. Je m'adresse aux étudiants. Vous devez bénéficier de tout ça parce que ce sont les richesses du Togo. Mais du fait qu'un groupe d'individus a bloqué ces richesses-là, vous êtes là dans vos amphis, vous êtes 1000 dans un amphithéâtre de 300 personnes, vous êtes 300 dans un amphi de je ne sais pas, 1000 personnes, et vous êtes là, vous n'avez pas de table pour étudier, vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'avez pas de bourse, vous n'avez rien. De temps en temps, on vous jette quelques miettes et vous êtes content. Oh, vous êtes content. Ce n'est pas normal. Au moins, chaque étudiant au Togo devait bénéficier au moins, je ne sais pas, au moins d'une cinquantaine de mille par mois, chaque étudiant. Les lycéens devaient avoir au moins 30 000 francs par mois, comme bourse. Mais toutes ces richesses sont accaparées par une bande d'individus. Aujourd'hui, comme je vous le dis, les enfants bagnats sont en train de se bagarrer sur les milliards que leur père a laissés. Et ces milliards-là sont des milliards de la République. Je vous dis que chaque enfant bagnat n'a pas eu 1 milliard. Il a eu plus qu'1 milliard comme héritage. Peut-être même 2 milliards par enfant. C'est des choses qui se passent actuellement à Lomé. C'est une bagarre dans la famille qui a même amené à faire des tests ADN sur d'autres enfants dont on doute de leur paternité. Et ça ne leur suffit pas. Tout l'argent qu'on leur donne, ça ne leur suffit pas. Vous allez à Bassar. Bagnan a au moins 15% de tous les terres qui sont à Bassar et à Guérékouka. Tous les terrains, au moins 15% de tous les terrains qui sont à Bassar et Guérékouka appartiennent à Bagnan. Kévé, Palimé, tout ça, il a des terres partout. 100 hectares, 300 hectares, 500 hectares, 200 hectares. Pour un petit pays comme le Togo, comment est-ce qu'on peut accepter qu'un individu ait autant de terres et qu'il est en train de partager à ses enfants qui sont en train de se bagarrer? Le Togo est un petit pays. Nous avons fait une enquête et je peux vous dire que les terres au Togo, la plupart des terres au Togo ont déjà quitté les premiers propriétaires. La plupart des terres au Togo ont déjà quitté les premiers propriétaires. Et sont dans les mains de la minorité comprador qui a acheté des terrains à des fins de blanchiment d'argent. La plupart des terres au Togo ont quitté les premiers propriétaires. Et demain, c'est un conflit énorme qui guette notre pays. Donc normalement, on devait légiférer pour qu'aucun individu, s'il n'a pas un projet ambitieux, ne puisse pas acheter au moins 100 hectares ou 50 hectares. Vous avez 1000 hectares, vous voulez faire quoi avec ça? Vous avez 500 hectares, vous voulez faire quoi avec ça? Vous voulez faire quoi? Vous avez des terrains, les gens ont des terrains qui dépassent même la grandeur de leur village, de leur canton, dans d'autres localités au Togo. Et ils ont bloqué ça. Ils ont fait des titres fonciers, ils ont bloqué ça. Et personne n'a le droit d'aller sur ces terrains-là. C'est la minorité comprador. Donc c'est un vrai problème, c'est un problème réel qu'il faudra régler demain. Parce que ces gens se sont enrichis sur le dos de l'État, qu'ils ont mis une partie de leur argent dans le foncier, en privant les paysans des terres qui doivent leur permettre de vivre.
gens devaient même travailler à sensibiliser nos frères qui sont dans les villages pour qu'ils ne cèdent pas les terres. Moi, je vois sur Internet, sur Facebook, 500 hectares à lotisser. Comment ils appellent ça? Certificat de conformité, quoi, du juge. Il y a le financement, il faut donner l'argent. Et vous avez sur Internet des annonces comme ça, des géomètres véreux qui vont dans les villages, qui vont convaincre les chefs de village, les collectivités de vendre les terres. Et c'est comme ça que les étrangers aussi s'engouffrent dedans pour acheter les terres. Et nous, le Togo, c'est un petit pays. Avec notre natalité qui augmente, avec le nombre d'habitants qu'on a chaque année, mais demain, le problème de foncier va être un problème grave pour l'unité de ce pays. Si on n'arrête pas le bradage des terres tout de suite. Donc, en temps normal, les gens comme Bagnan, dont les enfants se bagarrent actuellement pour se partager les terrains, on doit récupérer tout ça et remettre tout ça dans le foncier national. Comme tous ceux qui, parmi eux, sont en train d'acheter 2000 hectares, 3000 hectares, 4000 hectares. Comment tu peux acheter un terrain dont tu ne peux pas connaître les limites? Donc, voilà ce qu'on a vécu avec cette histoire je ne sais pas comment on l'appelle, de la chute de l'avion de Sarakawa et des implications qui ont découlé de cette affaire-là. Et comme je le disais tantôt, n'oubliez pas que dans cette affaire d'avion, il y a beaucoup de gens qui ont survécu. Il n'y a pas que Yadema seul qui a survécu. Le seul qui est décédé, comme je vous l'ai dit, c'est De Gaulle. Et Demkojo l'a dit dans son livre. C'est De Gaulle seul qui est décédé. Les autres, ils les ont exécutés pour construire leur mythe. Après, ils ont amené le commissaire Pana, ils l'ont exécuté sur les lieux. Et puis après, il y a les Diafalo qui étaient vivants. Il y a Baka, ou bien Baka, je ne sais pas comment on l'appelait. Il semble que c'était l'oncle de Yadema. Oui, je pense que c'est ça, Baka ou Baka. Il était vivant. Il y a, comment l'appelle-t-on, Tchamier, qui était le majordome de Yadema. Il était vivant. Il y a un mécanicien qui est de Palimé, je pense qu'il est encore vivant. Et il y a Malou qui était vivant. Il y a Diafalo qui était vivant. Donc, il y a beaucoup qui étaient vivants. C'est après que tout ça s'est passé qu'ils ont décidé, par remords, de réhabiliter Nyandi et Nyemenya, qu'ils ont cité après dans les chansons. Il y avait même une chanson qu'ils avaient faite qui pourfendait les pilotes. Quand il y avait l'animation politique, c'est Yadema qui a fait arrêter cette chanson-là, parce que Yadema savait la vérité. Il savait que les pilotes n'étaient pour rien. Il y avait une chanson que Eclo avait fait fabriquer qui pourfendait les pilotes, qui les insultait alors qu'ils les ont exécutés. C'est Yadema qui a fait arrêter cette chanson-là. Donc voilà ce qui s'est passé autour de cette affaire de Chichao qu'ils ont dit Sarakawa. Et la suite a été un désastre économique. Un désastre économique pour notre pays. Donc on ne vienne pas nous raconter des histoires que la chute de l'avion de Sarakawa a été une libération économique du Togo Nord. Ça a permis à Yadema de piller les phosphates, de s'approprier les phosphates, de les gérer comme il veut, et son fils continue la même chose aujourd'hui. Donc, en temps normal, cet événement ne mérite pas d'être célébré, parce que celui qui a fait l'accident, il n'est même plus. Est-ce que, qui n'a pas connu un accident, qui dans vos familles n'a pas connu un accident? On a beaucoup de gens dans nos familles qui ont fait des accidents. On ne se lève pas chaque jour pour aller organiser une fête, pour dire, ouais, il y a eu un accident, donc non, il y a eu un accident, il est sorti vivant, c'est sa grâce. Et puis après, il est mort de sa belle mort. Mais pourquoi Faure fait ça? Il fait ça parce que, bon, voilà, ce sont les instruments spirituels du pouvoir d'Gnassingbé. Il faut qu'il les entretienne, il en est l'héritier, et c'est ce travail-là qu'il fait. Donc, demain matin, quand vous allez les voir là-bas, tout blanc, en train d'écouter l'hymne national, les monuments aux morts, les chansons de quoi aux morts, sachez que la nuit, ils ont fait autre chose. Sachez que la nuit, ils ont fait autre chose. Demain matin, quand vous allez les voir, habillés tout blanc, en train de faire je ne sais pas quoi, sachez que la nuit, ils ont fait autre chose. Ils ont fait autre chose. Et les gens qui vont à la messe au camp hérité là, quand vous allez finir la messe là, les prêtres là, la viande de bœuf qu'on va utiliser pour préparer la réception là, vous mangez, sachez que la nuit, ils ont utilisé ça, ils ont fait les sacrifices autour du camp.
Donc si vous mangez ça, c'est votre problème. C'est votre problème. Ce sont les Fifian Ribana du Togo, ces gens-là. Vous connaissez Fifian Ribana dans l'aventure mystérieuse de Patrick Nguemadon sur Africa numéro 1. Ce sont les Fifians du Togo. Voilà. La nuit, ils font autre chose. Ils sont à Bangos. Ils font leur truc. Et puis le jour, ils sont à l'église. C'est ça. Ce sont les Fifians Ribana du Togo. Pour les étudiants qui écoutaient avant l'aventure mystérieuse, vous connaissez Bangos. Voilà. C'est ça la réalité. Donc, qu'on ne vienne pas nous déranger avec ces gens d'histoire. Tout ce qu'on demande à Faure Gnassingbé, c'est de travailler. En tout cas, il est là pour le moment. Il n'a qu'à travailler au lieu de tourner autour du pot. Et donc, là, demain, ils sont là, ils sont montés, ils sont là, en train de faire la fête. Ils vont revenir. La semaine prochaine, ils vont retourner pour les 20 ans de Adema. Et puis, on paralyse la République comme ça. Pendant que les autres à côté sont en train de travailler, mobilisent les moyens, mobilisent les fonds pour développer le pays. Vous allez dans tous les pays voisins, les pays sont en chantier. Vous savez comment on reconnaît un pays qui est en chantier? Vous savez comment visuellement, comment on reconnaît un pays qui est en chantier? Un pays qui est en chantier, dès que vous arrivez, vous voyez les grues qui sont suspendues. Les bâtiments, les trucs, les grands bâtiments. Donc, vous allez aujourd'hui à Cotonou, vous voyez des grues partout. Vous arrivez à Accra, vous voyez les grues qui sont suspendues partout. Vous allez à Abidjan, vous voyez les grues qui sont suspendues partout. Et quand vous arrivez au Togo, il n'y a rien. Tout est plat. Aucun chantier. Tout est plat. Comme si le pays n'avait pas besoin qu'on le remette sur les rails. Tout est plat. Aucun bâtiment. Rien n'est en train d'être construit. Rien du tout. Rien du tout. Alors que nous avons énormément de richesses. On a des richesses qu'on ne peut même pas évaluer. Tout cet argent, ça rentre où? Ça rentre dans les poches de qui? Pour qu'on vienne nous dire, il y a eu attentat de Sarakawa, ou bien accident de Sarakawa, il y a eu un impact économique. Quel impact économique? Quel impact économique? Pour qu'on ait un pays qui n'a pas d'électricité, les étudiants n'ont pas de bourse, les militaires. Je vais parler des militaires dimanche. Je vais parler des officiers. Vous, les officiers, je vais parler de vous dimanche. Vous avez un collègue à la retraite, les officiers qui sont en fin de carrière. Vous avez un collègue à la retraite qui est décédé samedi. Il allait chez lui à moto. Comment est-ce qu'au Togo, un colonel à la retraite peut circuler à moto au point qu'un titan vient le ramasser? Je vais parler de vous. Vous, les officiers, à qui on a fait croire que c'est vous qui avez le pouvoir. Et vous dites, c'est nous. Quand vous défilez là, vous dites ça, nous serons là. Nous serons là. C'est ça. Les Gnassingbé vous manipulent et vous jettent à la fin comme des ordures. Et vous mourrez dans la misère. Je vais vous parler de vous et je vais vous passer un message dimanche. Je vais parler à partir du cas de votre collègue. Je vais vous parler. Certains parmi vous, colonel à la retraite, vous n'avez même plus de voiture. Vous allez à des réunions à moto, en Zémidjan. Colonel à la retraite. Et ça ne vous dit rien. On en parlera dimanche. Donc, voilà, chers compatriotes, ce qui s'est passé autour de cette affaire de Tchitchao et qui est devenue Sarakawa et qui est aujourd'hui même une source de tension entre les deux cantons. Au point que le préfet de Kara, qui vient d'être démis de ses fonctions, bien d'être remplacé plutôt, a créé une commission pour régler ce problème de conflit entre les deux cantons. Parce que Eyadema avait arraché cet endroit pour donner aux gens de Sarakawa en disant que c'est eux qui étaient les premiers à venir à son secours, alors que cette piste appartenait au canton de Tchitchao. Voilà. Donc, je ne vais pas vous abuser de votre temps. Je pense qu'on a fait suffisamment le tour. C'était un direct qui était parti pour ne pas être très long. Merci à tous ceux qui ont pris leur temps de m'écouter. Demain, nous allons publier sur notre site www.l'alternative.info. Je vous ai promis plusieurs articles sur des projets agricoles qui ont fait flop. Des projets agricoles qui ont fait flop. Je viens de lire que la Chine vient de nous donner du riz, 200 000 tonnes de riz, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, donc on est des mendiants. Alors que il y a quelques années, on a investi des milliards, on allait faire des prêts dans une banque, la BADEA, pour investir des milliards
pour des projets agricoles dans la zone de Sion, pour la riziculture, Djagbel et tout ça. On a fait une très bonne enquête. On est allé écouter les gens, on est allé sur le site, on a parlé avec les gens. On publie demain ce dossier-là sur notre page. Je le commenterai dimanche, mais il faut lire cet article-là, www.l'alternative.info. On va publier des dossiers sur les agropoles, cette histoire de tracteurs, tout ce que ça a entraîné comme détournement, enrichissement des individus. On est en train de faire tout un travail de fond. Et donc, demain, vous allez commencer par lire ces articles-là, c'est pas sur notre site. Donc, je vous dis merci. Merci pour le temps que vous avez pris pour venir écouter ce direct, qui n'était pas un direct habituel. Mais comme c'est la veille du 24 avril, il fallait qu'on en parle pour que les Togolais ne continuent pas d'être entubés par les manipulateurs, les propagandistes, ceux qui inventent des histoires à dormir debout pour dominer notre peuple. Vous pouvez aller sur Internet, retrouver même les témoignages, ceux qui ont fait des témoignages quand il y a eu cet accident d'avion. Les gens qui ont eu les témoignages, même pour le pouvoir, vous allez voir les contradictions dans leurs témoignages. Vous prenez seulement leurs témoignages, vous allez écouter les contradictions de ce qu'ils ont raconté. Donc, voilà la réalité. Et j'espère que cet exercice-là, nous allons le faire régulièrement pour démystifier tout ce qui a été conçu comme mythe autour du pouvoir des Yadema et qui a servi à emmagasiner, à abrutir les Togolais pendant des années avec la complicité de quelques intellectuels. Je ne sais pas si ce sont des intellectuels, mais des gens lettrés qui ont avalé ces conneries pendant des années. Aujourd'hui, nous sommes dans la période de la lumière et il est temps qu'on lève le voile sur tout ce qui est caché et qu'on dise clairement qui s'est approprié de nos richesses et ce qu'ils en font. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci pour le temps que vous avez pris pour me suivre. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. On se retrouve dimanche pour continuer cet exercice-là. Bien évidemment sur d'autres sujets. Et comme je vous l'ai dit, on parlera aux militaires, aux officiers, on parlera agriculture, on parlera détournement, on parlera de pas mal de dossiers. Et j'espère que ces genres de sorties, d'exercices contribuent à éveiller nos compatriotes qui sont restés dans l'obscurité pendant des années. Et je voudrais exhorter l'ensemble de ceux qui me suivent à ne pas donner trop d'importance à des gens qui réagissent, qui insultent. Moi, je vous ai dit, moi, je n'écoute jamais personne. Moi, je reste focus sur ce que je fais. Qu'on m'insulte, qu'on me dit... Je n'écoute personne. Donc, ceux qui le font, si ça peut leur servir à quelque chose, c'est tant mieux. Moi, j'avance. Et dans la vie, j'ai toujours avancé. Je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite. Je sais ce que je fais, je sais où je vais, et je sais... je sais ce que je peux faire. Et donc, moi, je fais ma part. Et je fais ma part et je continuerai de faire ma part tel que je le conçois. Et donc, ne perdez pas le temps pour des trucs inutiles. Restez focus et on avance. Voilà. Et donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Et beaucoup de courage. Et que Dieu nous garde. Et évitez de manger n'importe où et n'importe comment. Et comme j'ai eu à le dire, le Togo est très, très, très profond. Le Togo est très profond. Évitez de manger n'importe où, n'importe comment. Voilà, c'est le conseil que j'ai à vous donner. Passez une bonne soirée et que Dieu nous garde. À demain. Alors, je profite pour remercier tous ceux qui étaient en ligne. On était 1400 sur Facebook, 1600 sur TikTok. C'est assez énorme. Plus les autres sites qui ont relayé en direct tout ce qui se passe. Une pensée pour les prisonniers, ceux qui sont en prison, les jeunes, les femmes, les activistes, tous mélangés. Une pensée pour eux. Et voilà, donc je vous dis merci à tous et puis à dimanche. Merci.